Bon, bonjour à tous, enfin bonsoir à tous. Merci d'être venus si nombreux ce soir pour le numéro 38 à l'invitation. Donc c'est une formule que nous avons initiée ici au centre de documentation. Donc nous sommes ravis de vous accueillir. Moi-même, donc Françoise Hugon, je suis responsable de ce lieu, et avec ma collègue Émilie Vabre. Donc nous avons grand plaisir, effectivement, à recevoir aujourd'hui Speculative, que je dise pas que je dérape pas trop, Speculative Futures Paris. On continue Paris. Donc, et grâce à ce collectif, nous avons la chance de recevoir ce soir Nicolas Nova, qui est déjà revenu dans cette école, l'ENSI, à plusieurs reprises déjà. Avant toute chose, je tenais à remercier, bien sûr, je vous remercie tous, mais je tiens à remercier toutes les équipes de l'école qui sont derrière nous pour monter ce format-là. Tout particulièrement Frédéric Pain, bien sûr, notre directrice, qui est là d'ailleurs ce soir, ainsi que la communication de l'école. Je vais citer un peu tout le monde. La communication de l'école, Laurent Dubois qui s'occupe de toute la vidéo, Diaby, qui est une personne qui s'est chargée du matériel présent dans l'espace, ainsi que toutes les personnes de l'accueil. Voilà. Alors ensuite, avant de vous présenter la rencontre d'aujourd'hui, je voulais donner avant de donner la parole au collectif, je voulais juste les présenter succinctement. Donc nous avons notre ami Pierre Clorac, designer, diplômé de l'école, qui fait partie de ce collectif. D'autres représentants du collectif, Jacqueline Vasconcelos, entrepreneuse, et Pierre-Baptiste Goutagny, qui sont les représentants du collectif ce soir. Avec Nicolas Nova, qui est donc cofondateur d'une agence de prospective. Il va nous en parler davantage. Mais il est aussi enseignant dans une école à Genève, à la Aide, que nous connaissons bien ici, bien sûr, parce que c'est une école d'art et de design. Voilà, donc maintenant, ce que je vais faire, je vais juste vous lancer, vous donner la parole. Je crois que c'est le mieux. Alors, qui commence? Peut-être Pierre? Moi, je veux juste... bonsoir à tous. Merci d'être là. Merci Françoise de nous accueillir dans la doc de l'ENSI. Doc que je connais bien parce que j'y ai passé pas mal de temps à une époque. Au-delà de ça, juste un petit mot sur Speculative Future Paris. C'est un collectif, comme le disait Françoise. C'est un collectif à travers le monde puisqu'il y a 80 chapters, donc 80 groupes autour du monde de Speculative Future. Il y en a même un en Antarctique, je crois. Et le but de Speculative Future, c'est d'animer une communauté sur la pratique du design fiction, la prospective, tout ce qui est autour des imaginaires, comment se projeter et comment construire des scénarios ensemble. Donc comme le disait Françoise, il y a Jacqueline et il y a Pierre-Baptiste avec moi à Paris. C'est un collectif ouvert, donc n'hésitez pas à nous contacter si ça vous dit de participer. Et puis on est très content au-delà de ça d'accueillir Nicolas Nova. Voilà. Je te passe le micro, ou tu n'as peut-être pas besoin de micro, je ne sais pas. Je pense qu'il faut le micro pour les gens. Pour les gens Et bonjour à tout le monde. Problème technique. Mais ça va, il y a du son pour les... Parce que moi, ce que je peux faire, c'est mettre le son sur ma machine. Vu que je suis sur Zoom, peut-être ça... Ah, ok. Très bien, ouais. Voilà. Tout bon? Ok. Bonjour à toutes et à tous. Il faut que je dise que je suis d'accord qu'on enregistre. Très bien. Peut-être juste remercier d'abord le Speculative Future Paris. Moi, je dis Paris, parce qu'on quand même, voilà. Et puis l'ENSI, ça fait très plaisir d'être ici, parce que je pense qu'une partie des choses dont je vais parler, a été nourri par des enseignements ici. Je vois des visages connus, ça fait très plaisir de revenir ici.
j'ai pas prévu voilà, la méga conférence super longue et professorale. J'ai prévu plus quelques points d'introduction, puis c'est surtout, je pense, la discussion qui sera intéressante. Mais ça vaut peut-être le coup que je me présente un peu pour dire de quel point de vue je parle, et puis de vous parler en fait un de ces deux bouquins. Alors celui-là, il est un peu plus mystérieux parce qu'il est en cours de production, mais en dire quelques mots. Et puis, je vais essayer d'être le plus court possible dans la présentation, plus qu'on ait temps de discussion. Alors évidemment, c'est là où les slides ne passent pas, parce que je ne sais pas pourquoi. En général, il y a toujours un bug avec Zoom quand on non, en fait, quand on a le partage, il y a un bug de je sais pas trop quoi. Je vais recommencer. Hop. Voilà. Donc bon, j'ai deux casquettes, hein, une qui est celle de professeur à la Haute École d'Art et Design, comme ça a été dit, et l'autre qui est cofondateur d'une structure qui est plutôt une forme entre le collectif et puis l'entreprise, hein, qui s'appelle Near Future Laboratory et qui est basée à la fois en Europe et aux États-Unis, qui se transforme un peu. Là, on a une espèce de groupe Discord où on essaye de repenser d'autres modes de collaboration et pas juste d'être nous quatre, sachant qu'on est plutôt quatre hommes, donc c'est pas très forcément le plus inclusif. Ah oui, donc il y a le chat au milieu, mais c'est pas grave, je pense qu'on est suffisamment multitâche pour comprendre. Juste pour, d'un point de vue plus des types de travaux, de contenus qui m'intéressent, moi, depuis une quinzaine d'années, je suis particulièrement intéressé par les questions liées aux cultures numériques, aux usages, aux pratiques qui sont liées à toutes ces technologies. Alors évidemment, ça a débordé sur d'autres choses, j'en parlerai après, mais des travaux autour de l'évolution des manettes de jeux vidéo, les cultures mêmes, la géolocalisation. Quand j'ai commencé à enseigner dans cette école, hein, c'était Jean-Louis Fréchin qui m'avait amené dans l'atelier de design numérique, parce que je travaillais sur la question des usages, hein, des technologies numériques, particulièrement géolocalisation, etc., etc. Mais assez rapidement, dans ces travaux sur les questions qui étaient liées au numérique, je me suis intéressé aux démarches d'observation, d'enquête de terrain, et à une époque où d'ailleurs on ne parlait pas encore tellement de user experience et de choses comme ça. Il s'agissait plutôt de champs qui étaient liés à l'ethnographie appliquée au design, parfois aussi aux questions d'ergonomie. Et donc, je me suis intéressé, ça donnait lieu à un livre après, à comment les designers, en fait, se sont réappropriés les démarches d'enquête, d'observation pour travailler. Et c'est ce qui m'a, je pense, mis un peu sur les rails d'un des livres dont je parlerai après, celui sur les exercices d'observation. Alors, dernièrement, dans les 5-6 dernières années, c'est vraiment la question autour des enjeux environnementaux, autour de cet objet qu'est le smartphone qui m'a intéressé, hein, à travers, à la fin d'une thèse de sociologie, de socio-anthropologie, la question de la réparation qui m'a donné lieu à tout un travail avec une collègue qui s'appelle Anaïs Bloch. On a fait plusieurs enquêtes sur les réparateurs de smartphones, avec l'idée de se dire, si on veut se préoccuper de considérations environnementales et de durabilité, ça peut être un point d'entrée intéressant. Il y a aussi d'autres travaux avec des collègues, hein, comme Laurent Salard et Alexandre Monin. Et tout ce travail qui est sur la question des cultures numériques, elle en général, hein, et ça c'est un peu le travers académique, c'est des livres, mais ça m'arrive aussi de temps en temps de faire des expositions. Hein. Là, c'était une expo à Saint-Étienne, à la Cité du Design, sur les relations entre le design d'interaction et la science-fiction, hein, qui essaie de montrer comment, à travers certains objets, par exemple les lunettes de réalité augmentée, il y a une espèce de va-et-vient entre l'ingénierie et le design plutôt de ces objets, et puis un certain nombre de représentations d'imaginaire qui viennent de la science-fiction, hein, 2001, Dragon Ball, hein, on en parlera après si vous voulez savoir pourquoi Dragon Ball et Google Glass sont connectés. Et puis avec le temps, la question anthropocénique ou la question, on va dire, de la dégradation environnementale étant de plus en plus préoccupante, et
aussi du fait que ma formation initiale dans tout ça, ce sont les sciences naturelles, les sciences de la vie et de la terre. Je me suis intéressé à des questions liées à l'artificialisation du monde, notamment avec un projet avec Disnovation, qui est un collectif d'artistes que vous connaissez peut-être, Nicolas Maigret et Maria Roszkowska. On a fait une série d'expositions et un ouvrage, un bestiaire de l'Anthropocène qui documente ces formes d'artificialisation dans le monde. Alors, au-delà de tout ça, un autre thème qui est arrivé à peu près à la même époque où j'ai commencé à intervenir dans des écoles de design comme l'ENSI, avec les collègues de Near Future Laboratory, rencontrés plutôt par blog interposé autour des années genre 2004-2005, on a commencé à développer ces démarches alors prospectif, c'est peut-être un grand mot, mais de forme de considération de futurs possibles. Et puis, un des membres de Near Future Laboratory, Julian Blicker, a proposé dans ses discussions avec Bruce Sterling cette notion de design fiction que vous connaissez sans doute, et qui fait référence à cette pratique de créer au fond ce que font les designers, de créer des objets, qui peuvent être des objets graphiques, qui peuvent être des objets, tout ce qu'il y a de plus matériel, et qui servent à rendre évocateur ou matérialiser en fait des trajectoires possibles, avec comme objectif non pas de faire ça parce qu'on va faire un film de science-fiction ou parce que ça nous amuse, mais parce que ça sert en fait à découvrir, à représenter des conséquences qui peuvent être liées à nous, dans notre cas, c'était des changements plutôt liés aux technologies, mais qui pourraient tout à fait être liés à des questions dans lesquelles il n'y a pas de technologie, d'enjeux environnementaux, d'enjeux de société, etc., etc. Alors là, je vous livre plein de choses en vrac qui nourrissent ces deux bouquins, mais tout ça a commencé d'une manière un peu légère. Quand on a commencé à travailler sur ces projets, déjà on ne savait pas trop à quoi tout ça pourrait servir, au-delà de proposer une forme de réflexion sur les conséquences d'un certain nombre d'enjeux. Quand on s'est amusé, par exemple, et je dis bien amusé parce qu'au début c'était une forme de découvrir comment nous, on avait des profils à la fois entre sciences sociales, design, ingénierie, comment on pouvait créer des objets fictifs qui matérialisent des changements. Et donc, par exemple, de regarder les objets qu'on trouve qui ne coûtent pas très cher dans toutes ces petites boutiques de quartier, les dollar stores ou les corner stores, parce qu'on a fait ça aux États-Unis. On est parti du principe que tous les objets extrêmement avancés, à un moment donné, ils se retrouvent pour pas cher dans ces endroits. Et du coup, on s'est dit, ce serait une manière de représenter des futurs possibles. Donc, à l'époque, se dire, est-ce qu'il n'y aurait pas des cartes à gratter pour gagner 1 million de followers sur Twitter? Je ne sais pas si Monsieur Musk veut faire ce genre de choses, mais c'était des manières un peu légères de créer des objets fictifs qui rendent évocateurs des changements possibles. Et avec le temps, on a rendu ça un peu plus formalisé, à la fois en termes de démarche et puis à la fois en termes de projets, avec par exemple des projets. Alors, c'est pas du tout pour Amazon, ça c'était pour la conférence IXDA Interaction, de faire avec les membres de la conférence, de produire un manuel d'un objet qui intéressait beaucoup de monde à l'époque, qui sont les véhicules autonomes. On avait fait ça autour de 2014. Je ne suis pas forcément un défenseur de cet objet-là, mais c'était une manière de travailler ensemble à créer une forme de débat, de discussion sur des considérations liées à un design d'expérience d'un objet qui était encore peu utilisé, qui est le véhicule autonome. Et donc, on a produit ce type de choses qui nous a amené à travailler ensuite pour, par exemple, le département de la mobilité du canton de Genève, en Suisse, qui nous a demandé de créer des objets qui permettraient de proposer une forme de débat sur la question de la mobilité, et notamment la place du véhicule autonome dans la ville. Donc on crée des choses toutes simples, de forme de cartes qui matérialisent ce que serait qu'un service de véhicule autonome dans le canton de Genève, avec des considérations de voiries qui sont réservées pour les véhicules autonomes, de voiries qui sont pour les véhicules mixtes. Je ne vais pas rentrer dans le détail de cet exemple, mais le but était de faire comprendre à un public qui était soit désorienté, soit trouvait ça extrêmement séduisant, quels étaient les enjeux derrière cette
cette technologie avec des enjeux de mobilité, mais aussi des questions d'énergie. Hein, toute la partie rouge, c'était de montrer le fait qu'en Suisse, on a souvent des votations qui servent à nous faire prendre des décisions, et qu'une manière de ramener la question de l'énergie dans les enjeux liés aux véhicules autonomes, c'était d'annoncer qu'il y aurait une votation, non pas sur l'objet lui-même, mais que si on veut avoir cet objet, il va falloir des sources d'énergie de type centrale nucléaire, parce que ça ne va pas suffire à ce qui est à présent. Donc c'est toutes sortes de petits ingrédients comme ça, dans un objet qui est on ne peut plus banal. Hein. Donc ça, c'est un des points qui nous intéresse beaucoup avec les collègues de Near Future Laboratory, c'est ce décalage qu'il y a entre prendre des questions qui peuvent être très avancées, alors notamment technologiques, mais aussi d'autres questions sociétales ou d'enjeux environnementaux, et puis d'utiliser les objets les plus, d'une grande banalité, des objets du quotidien, la carte, un manuel, un journal, enfin des choses que l'on a dans notre quotidien, pour justement rendre plus tangibles des phénomènes qui sont souvent très, très abstraits. Hein, quand vous parlez, par exemple, quand on avait fait cette carte-là, hein, moi je l'ai montrée ensuite dans un atelier, dans le cadre d'un festival à Genève qui s'appelle Explore, avec des gens du quartier qui viennent, qui n'ont aucune idée de ce que c'est que véhicule autonome, intelligence artificielle, juste quelques visions, quelques imaginaires de science-fiction. C'est une façon de ramener ça dans le concret du quotidien, et de faire saisir, faire comprendre si cet objet-là, hein, le véhicule autonome, est souhaitable, désirable, problématique, pertinent, pose des questions, pour qui, pourquoi, etc. etc. Un autre projet qu'on a fait avec différentes organisations. Alors, là, j'ai brossé un portrait extrêmement rapide de toutes ces choses qui ont un peu qui ont nourri ces 15 dernières années de travaux. Et puis, bien souvent, quand on est pris un peu dans le feu de l'action, on ne pense pas forcément à essayer de cadrer ces choses-là, mais à un moment donné, et notamment moi, du fait que j'enseigne, maintenant j'ai un poste de professeur, je me suis toujours intéressé à comment avoir un peu de réflexivité sur ces démarches. Et c'est la même chose pour mes collègues avec Near Future Laboratory. Et donc il y a eu un espèce de moment dans les 2-3 dernières années de se dire, mais il faut qu'on, à la fois sur le versant design fiction et à la fois sur le versant plus observation, qu'on essaye. Alors, oula, il y a du... Ça fait un peu sound system, dub. Pas de théoriser au sens, l'abstraction pour l'abstraction, mais d'essayer de trouver des manières de rendre concret, accessible ces différentes démarches. Et donc, il y a le premier projet dans ce cadre-là, puis je le montre ici, je pourrais le faire tourner, c'est ce bouquin-là, un manuel de design fiction qu'on a commencé à faire, maintenant ça remonte un petit peu, comme c'est tout ça. Et le feu de l'action, c'est qu'on est pris dans les projets, mais qu'on essaie de libérer un peu de temps pour faire ça. Ça prend toujours plus de temps que prévu. Donc il y a eu cette première intention autour du design fiction. Et puis, de manière pas forcément prévue, mais suite à une discussion avec Amélie Petit de Premier Parallèle, qui avait lancé cette collection de carnets dans sa maison d'édition. Il y a eu, notamment en partenariat avec une revue d'anthropologie qui s'appelle Technique et Culture, il y a eu cette possibilité aussi de faire quelque chose. Et j'ai eu très envie de proposer des exercices d'observation qui sont liés à des enseignements. Alors, ce qu'on essaiera de discuter après, c'est le lien qu'il y a entre les deux livres, parce que je pense qu'il y a un intérêt à parler de ça. Je vais commencer par le premier, exercice d'observation, qui est une sorte de... Là, vous avez la table des matières, de ce petit bouquin qui tient dans la poche, qui est pensé vraiment comme un objet assez court. Et l'intention générale, c'est... Là, je parle plus tellement de design fiction, mais d'apprendre à remarquer, en fait, dans toutes sortes de mondes sociaux dans lesquels je scie, qui peuvent être liés au design, à l'ingénierie, aux sciences sociales, sociologie, anthropologie, voire aux pratiques artistiques. Mais au-delà, il y a un intérêt croissant sur les questions d'attention apportée au monde. Alors c'est parfois aux vivants, parfois aux objets techniques,
Il y a le livre de Jérôme Denis et David Ponty, Le soin des choses, qui est plutôt qui défend cet intérêt à regarder les objets, mais sur l'attention au vivant, les ouvrages de Anna Tsing, que vous connaissez sans doute, ou les propos de gens comme Baptiste Morisot ou Romain Bertrand, ou Jenny Odell aussi, qui écrit là-dessus. Il y a depuis un certain temps tout un propos sur... il faut qu'on réapprenne à observer le monde, à réapprendre le sens du détail, etc. etc. Et moi, ce qui me frappe dans ces discours, c'est que je suis tout à fait d'accord avec eux, je trouve tout ça extrêmement intéressant, mais que du fait de mes enseignements, j'ai pris conscience que tout ça n'est pas gagné. C'est pas apprendre à observer, apprendre à remarquer, c'est pas quelque chose, à part si on a quelques dispositions à ça, qu'on apprend à faire ou qu'on sait bien faire. Et donc je me suis intéressé à regarder comment on faisait avant, en fait. Il y avait notamment, parce que j'aime bien traîner dans les marchés aux puces, regarder des vieux ouvrages, et de regarder tous ces textes que vous connaissez peut-être, de leçons de choses, ou d'ouvrages qui s'appelaient aussi d'ailleurs exercices d'observation pour les CE1, les CE2, ce genre d'ouvrages extrêmement intéressant, parce que j'en ai trouvé qui montrent comment enquêter sur les patates, le plastique, les poules, les œufs et les noix. Donc pas de séparation entre nature et culture, entre nature et technique. Donc ça, c'était un peu un format que je trouvais intéressant et qui est ce qu'on fait pas trop en sciences sociales, parce que c'est peut-être un peu trop premier degré, de vouloir formaliser ça sous la forme de l'exercice avec la consigne, et puis on suit sa petite consigne, etc. Et moi je trouvais ça assez amusant d'un certain côté de reprendre un peu ce mode-là, je reviendrai sur le sommaire, et de prendre en fait, à partir de mes cours, à partir de lectures, de reprendre en fait toutes sortes d'exercices que j'ai pratiqués moi-même, que je fais avec des étudiantes et des étudiants, et de les décrire. Le premier exercice, c'est totalement inspiré évidemment de Georges Perec, qui s'assoit à la place Saint-Sulpice et puis qui essaie de noter tout ce qu'il voit. Évidemment, on ne peut pas noter tout ce qu'on voit, mais de donner ces consignes et une manière à la fois de montrer comment on s'y prend. Et donc le pari du bouquin, c'est de se dire, si on fait ces exercices pendant X temps, on va certainement voir le monde différemment. En tout cas, moi, en les ayant fait, je pense que ça a eu un certain effet. Et puis de proposer une forme de réflexion sur pourquoi c'est intéressant, quelles considérations cela pose, d'essayer d'avoir un rapport, de documenter de manière exhaustive sur les objets, les êtres, les écritures qui nous entourent. Tout ça est discuté par des gens en sociologie, en anthropologie, en design, en histoire de l'art. Donc d'essayer de rassembler ça dans un ouvrage comme un petit outil en fait qui donne juste envie d'essayer de faire ce genre de choses et de rassembler des manières de faire soit qui viennent d'autres gens. La plupart des exercices viennent d'autres personnes, soit certains viennent de ma propre pratique, et puis donner à voir, donner à essayer, avec un découpage assez simple, de dire observer, c'est d'abord produire des observations, des observables, des manières de remarquer des choses. Ça peut être aussi d'interagir. Il y a toute une partie sur manipuler les objets. Alors ça, évidemment, ça marche plus facilement avec les objets qu'avec les êtres. On ne va pas aller tripoter un cheval ou des êtres humains comme on essaierait comme je dis dans l'ouvrage, de démonter une manette de jeu vidéo pour comprendre ce qu'il y a dedans. Des entretiens, en gros, j'essaie de faire un manuel des manuels entre les manuels d'ethnographie, d'observation, des pratiques, des protocoles qu'il peut y avoir en art, en design, en architecture. Et puis ça donne une impression peut-être de manuel des castors juniors à l'arrivée, avec des conseils extrêmement basiques et qui sont peut-être même se dire mais en fait pourquoi on a besoin de dire ça, mais ça c'est un enseignement pour moi qui vient d'enseigner en école d'art et design, c'est le fait que le plus on a d'exemples de manières de faire, le plus on peut s'en inspirer pour les faire. Comment on tient un carnet pour observer, c'est bien de regarder comment les autres font, mais aussi pour les transformer, les détourner, et puis essayer de faire différemment, je sais pas, de reprendre la manière dont je sais pas, Annie Ernaux par exemple, qui a sorti un de ses carnets récemment là, dans une collection chez Gallimard, de regarder comment elle prend des notes. C'est une manière de s'en inspirer, mais c'est aussi une manière de faire autrement en faisant des variations sur la façon dont elle fait les choses. Donc c'est rassembler un peu tous ces éléments-là qui m'a intéressé dans cet ouvrage.
Avec aussi un deuxième point, pour moi, qui est très lié au fait d'être passé comme enseignant dans des écoles d'art et design, c'est celle de dire, tout ça, hein, l'observation, c'est pas juste une affaire de diriger ses sens, sa vision, son audition, son toucher. C'est certainement ça, hein, avec le corps, mais c'est aussi des opérations de mise en forme. Hein, c'est par exemple, on n'observe pas pareil si je vous disais de prendre des notes sous une forme de liste, ou si je vous demandais de faire des croquis, ou si je vous demandais de faire, je sais pas, une vignette de bande dessinée, ou de faire des diagrammes. Et donc, un des paris de l'ouvrage, c'est aussi de montrer qu'à chaque exercice, on peut essayer des opérations de mise en forme différentes qui nous forcent à, finalement, en fait, à considérer le monde différemment. Alors voilà, ça se présente sous toutes ces formes-là. Hein, je vais sauter un peu. Un autre, si tout ça, vous cherchez à approfondir, il y a un ouvrage qui est sorti à peu près au même moment et qui, pour moi, est aussi une bible extrêmement intéressante et un complément. C'est cet ouvrage de Nina Paim, hein, qui est P-A-I-M, qui est une chercheuse, je crois, d'origine, je crois qu'elle est brésilienne, et qui a compilé en fait toutes sortes de briefs de designers, aussi d'artistes. Et ça c'est aussi, c'est peut-être plus, moi j'ai une manière plus socio-anthropologique de décrire les choses, ça serait l'équivalent plutôt en art et en design. C'est vraiment un superbe objet à avoir dans sa bibliothèque et à pratiquer, hein, pour apprendre alors là, pas juste à observer, mais à faire, hein, et à créer. Alors, le pivot, peut-être le lien entre les deux bouquins, hein, donc comme je décrivais tout à l'heure ce que c'est que le design fiction, hein, qui est une manière finalement de mettre en forme des scénarios, des trajectoires possibles. Le point d'accroche entre les deux, je pense, c'est le fait que dans les démarches de production, de création de design fiction, il peut, à un certain moment, c'est même vivement encouragé, avoir un poids assez important de l'observation, de pouvoir apprendre à remarquer, à discerner des changements, des phénomènes, hein, donc on aura l'occasion d'en reparler après, je pense. Et donc, je pense, une des idées de faire des exercices d'observation, c'est aussi lié à un des passages, hein, du livre dans le manuel de design fiction, qui concerne justement qu'est-ce que c'est que de remarquer des éléments dans le monde, qui peuvent être des objets, des pratiques, des craintes, des émotions, des détournements d'objets, des manières de se saisir de certaines situations, et d'utiliser ça pour extrapoler, en se disant que peut-être demain, ce détournement pourrait devenir un produit ou un service, peut-être cette angoisse qu'une certaine partie de la population a va devenir généralisée, que certaines façons d'utiliser tel ou tel objet pourraient devenir complètement absurdes, etc., etc. Et donc, si je traduis ça dans le langage, peut-être plus celui de la prospective et des manières de faire du design fiction, c'est que une des grandes manière de faire, c'est d'observer le monde, alors soit de manière directe, hein, d'aller enquêter, d'aller regarder, d'aller passer du temps auprès d'utilisateurs et d'utilisatrices de certaines technologies, standards ou non standards, des pratiques marginales. Ça peut être aussi d'observer et de mettre de côté des documents, hein, l'observation à on va dire un deuxième degré, hein, de regarder, d'observer des documents qui nous racontent des changements possibles. Dans le livre d'exercice d'observation, il y a tout un petit passage sur qu'est-ce que c'est que de se constituer sa propre archive personnelle sur un phénomène qui vous intéresse. D'ailleurs, à l'époque où je donnais des cours ici, il y a une quinzaine d'années, il y avait un des exercices que je trouve intéressant de faire, c'était par exemple de prendre en photo tous les objets qu'on touche durant la journée. C'était l'époque où on parlait des interfaces tactiles, c'était avant l'iPhone, aujourd'hui ça nous paraît peut-être un peu absurde et même étrange, mais pour pouvoir réfléchir à des dizaines d'interactions sur des objets qu'on touche, c'était un exercice intéressant à faire. Donc on pouvait le faire et le documenter soi-même, mais on pouvait aussi aller se documenter en ligne et aller voir comment les anthropologues travaillent sur la question du toucher, du geste, des postures, suivant certaines cultures, suivant des rapports au corps et à la matérialité différemment. Donc ça,
cette manière de documenter, soit par l'observation directe, soit l'observation indirecte et documentaire, bah, c'est au cœur des démarches telles qu'on les définit dans le bouquin. C'est nos manières de fonctionner pour faire du design fiction, il y en a certainement d'autres. Et ça consiste, par exemple, alors là je prends un exemple qu'on aime bien utiliser avec mes collègues, si on travaillait par exemple sur la question de l'alimentation, bah, de rassembler à la fois des rapports sur les enjeux liés à l'alimentation, la nourriture, des questions de dégradation de l'environnement, des nouvelles sources, des nouvelles ressources alimentaires, des craintes, des manières de faire, donc rassembler toute cette matière et l'utiliser pour produire un objet, représenter un objet qui, au lieu d'avoir des pages et des pages d'archives, de documents et d'observations directes et indirectes, qui essaierait de représenter une partie en fait de ces changements. Et une manière de faire, comme je disais tout à l'heure, c'est d'aller chercher dans les objets d'une très grande banalité, puisque c'est eux avec lesquels on vit dans notre quotidien et qui nous permettent aussi dans le design fiction, de rendre lisibles ces phénomènes. Donc par exemple, de prendre une boîte de céréales, en disant mais qu'est-ce qu'une boîte de céréales permettrait d'exprimer par rapport à des changements, des trajectoires possibles liés à l'alimentation, si on reprenait certains des signaux qui sont liés par exemple à certains aliments génétiquement modifiés, l'utilisation des insectes, des questions géopolitiques de qui détient l'expertise pour produire ce genre de choses, qui va certifier que ces ingrédients sont de bonne qualité, et puis du coup, au lieu de le dire en parlant, en brainstormant avec des post-it, on le fait concrètement en créant un objet alors qui a moins... Souvent, avec les projets de design fiction, c'est ça qui est un peu frappant, mais c'est plutôt ce qu'il y a avant et après qui est important. C'est la manière dont on observe un certain nombre de phénomènes, parfois seuls, parfois dans des collectifs plus larges, et d'essayer de les discuter, de les synthétiser pour se dire, qu'est-ce que ce serait que ces questions. Il y aurait peut-être, je sais pas, la Corée qui deviendrait un acteur très très important de l'alimentation génétiquement modifiée à partir d'insectes, parce qu'on a lu des rapports dans lesquels les entreprises coréennes investissent là-dedans ou développent des politiques publiques de soutien à ce genre de structures, etc., etc. Donc de rassembler toutes ces signaux en fait dans un élément compréhensible, accessible, et qui, alors le avant est important, mais le après aussi, puisqu'évidemment, une fois qu'on a ça, on n'a fait qu'une partie du travail, puisque l'enjeu c'est d'utiliser ce genre de matériaux pour discuter, échanger. Le mot débattre est peut-être un peu fort, mais ça sert de forme à la fois de provocation, pas dans le sens provoqué pour faire un esclandre, mais plutôt pour rendre explicite des questions qui n'étaient pas du tout, en tout cas avec les gens avec qui on travaille, qui n'étaient pas du tout dans leurs imaginaires, dans leurs représentations et leurs considérations quand on parlait de ce genre de thématiques, qu'il s'agisse de... par exemple, la question de la certification. Qu'est-ce que ça veut dire de certifier de la nourriture génétiquement modifiée avec des insectes? Est-ce qu'il y a des insectes bio? Des considérations qui paraissent un peu étranges et qui souvent font sourire. C'est une manière de rendre attentif à des changements possibles et pas du tout. Alors, pas du tout dire que moi je souhaite pas du tout ce monde-là. C'est pas la question. Et également d'en produire plusieurs, parce que là c'est un certain nombre d'éléments qui synthétisent des enjeux, mais on pourrait en faire toutes sortes de variations qui montrent la diversité des possibles. Alors, la question des formes, je m'excuse, c'est en anglais, la question des formes, elle est intéressante. Comme vous voyez, je parlais d'une très grande banalité des objets qu'on produit. Il y a un côté à la fois... d'une banalité parce que ça permet de faire comprendre certaines choses, mais il y a aussi un côté assez amusant d'introduire comme contrainte dans la création de ces design fiction des formes qui sont... qu'on n'utilise pas forcément en général quand on parle d'intelligence artificielle, de véhicules autonomes, d'insectes génétiquement modifiés, et donc d'utiliser ça c'est une liste dans laquelle on va piocher quand on a des projets, de se dire
un menu d'une pizzeria. Comment est-ce qu'on utilise le menu d'une pizzeria pour représenter des changements? Comment le descriptif qu'il y a, et qui est en général difficile à replier, d'un médicament peut permettre d'exprimer un certain changement? Comment les petites affiches qu'il y a dans la rue d'un objet, d'un animal qui manque, peut servir à exprimer tel changement? Alors, c'est aussi intéressant parce que suivant les contextes, nous, très souvent, on fait nous-mêmes les projets de design fiction, mais parfois on fait des ateliers avec des personnes qui n'ont pas nécessairement les compétences formelles. Et donc, d'utiliser, ni le temps et la disponibilité, donc d'utiliser par exemple le Missing Thing poster, là, les posters d'animaux, d'objets manquants, c'est une manière assez simple de forcer des gens, alors surtout dans un monde plus corporate et d'entreprise, à penser très différemment à des enjeux, des questions, en leur demandant de les traduire sous la forme d'un poster qu'ils feraient par eux-mêmes et qu'ils iraient coller ensuite dans la rue. Et puis je vois que ma présentation se termine ici. Je pourrais parler longtemps sur l'ouvrage et les deux choses, mais je pense que c'est plus intéressant peut-être d'en discuter entre nous. L'articulation des deux, c'est ce que j'ai essayé d'exprimer dans le titre. Il y a observer et imaginer, mais en fait, pour imaginer, je pense qu'il faut observer. Et pour observer, il faut aussi avoir un peu d'imagination. Donc c'est un mouvement de va-et-vient qui, dans les deux cas, ce qu'on essaie d'exprimer dedans, c'est pas du tout le processus design thinking ou de 3-4 étapes qu'il faut faire. C'est plutôt une forme d'état d'esprit et de curiosité qui passe par l'expérience, au même titre que quand on fait des études de sociologie ou d'anthropologie. À force de faire X entretiens, sessions sur le terrain, on acquiert une certaine sensibilité, une curiosité, relation au monde, aux êtres, aux choses. De la même manière, quand on est designer, quand on fait 3, 5, 10 ans avec des designers et designeuses qui enseignent leur démarche et qu'on fait ça de manière très fréquente, on construit en fait une forme, une sensibilité au monde, une forme d'état d'esprit qui n'est pas forcément retranscriptible en X étapes, mais c'est une expertise qui peut se développer pour observer et imaginer. Donc ça, c'est le message, je pense, qui rejoint les deux ouvrages. J'arrête le partage, comme ça, c'est plus sympa. Je sais pas si ça marche. Ok. Ouais, ça marche. Merci beaucoup, Nicolas. Comment ça va fonctionner ? C'est à vous maintenant de poser des questions. Moi, j'en ai plein parce que voilà, on en a discuté. J'ai reçu une liste de 30 questions. Voilà. On va passer le micro. Donc, s'il y a tout de suite des questions, allons-y. Sinon, encore une fois, nous, on en a quelques-unes pour initier la chose. Mais n'hésitez pas. Donc, quelles sont vos réactions ? Est-ce qu'il y a des questions ? Allez. Nicolas, on va rentrer dans le dur tout de suite. Non, la question que j'aurais, c'est le temps matériel, justement, tu dis quand vous faites vous-même. Prenons l'exemple, là, tu vois, du leaflet là, sur les réseaux autonomes à Genève. En fait, ça prend combien de temps ? Parce que quand tu rentres là-dedans, je vois bien que ça pose très vite des tas de questions qu'il faut arriver à résoudre. Et donc, et ça, des fois, c'est un frein en entreprise parce qu'on se rend compte que c'est assez consommateur de temps. Donc, voilà. Ouais, alors, je peux répondre sur ce projet, puis après plus largement sur les genres de projets qu'on fait. Ça, c'est un projet qui était pas très très long et pas un énorme budget. C'est plutôt un projet qui s'est étalé sur 3 mois et qui a nécessité une part d'observation sur le terrain, d'aller un peu documenter ce que c'est les dimensions des rues, d'essayer des véhicules autonomes qui existent plus ou moins en laboratoire. Donc il y a une partie d'observation directe. Il y avait une partie de se renseigner sur les technologies disponibles, notamment de géolocalisation. Donc ça, c'est la question de considération plus technique. Et puis une partie, on a fait un peu de bricolage aussi, d'utiliser le système d'information géographique du canton de Genève, qui indique la largeur des rues, la hauteur des bâtiments, qui nous permettait de voir en fait, de considérer qu'il y a certaines technologies nécessaires aux véhicules autonomes, notamment les GPS ou des radars, des LiDAR, marcheraient dans certaines rues et pas d'autres. Et donc, on a même créé un petit programme qui générait en fait les rues possibles, qui permettaient de dire si c'est... Ah, prends le micro, ouais. Ok. Pourtant, il me semblait qu'il marchait. Les rues possibles dans lesquelles ça pourrait fonctionner. Mais ça, je dirais que ça a été...
sur 3 mois, on n'a pas travaillé tous les jours là-dessus, quoi. Et ce qui compte, ça a été aussi de faire ça en partenariat avec les gens du département de la mobilité et puis de présenter. Je dirais que ce qui a presque pris plus de temps, c'est le dialogue sur les questions de mise en forme et la pertinence des mises en forme par rapport au public qui était visé. Alors après, sur d'autres projets qu'on mène, vraiment on a par exemple le petit manuel de véhicule autonome, ça a été produit, les idées à peu près en une journée durant une conférence à San Francisco, et après ça a été l'affaire de même pas une semaine pour le prototyper avec différentes versions. Ça c'est une chose, mais après on a des projets beaucoup plus longs qui s'étalent sur... Là, on a un projet de 8 mois avec le département suisse de la défense sur des questions de compétences civiles pour les enjeux climatiques. Et donc là, c'est plus long, mais c'est pas du travail de tous les jours non plus. L'étalement dans le temps, il est important pour maturer les idées et puis le fait d'alterner entre des phases plutôt d'observation, de documentation et des phases de prototypage. Mais la réflexion, elle a lieu au carrefour des deux. Tu y vas, Françoise, ou j'y vais? J'y vais. Bah, attends, je suis plus près. J'y vais. Je vais faire. Merci, Raphaël. Moi, j'avais une question par rapport aux modalités de création des artefacts, en fait, plutôt aux caractéristiques des artefacts. Ce que vous nous avez montré et ce qu'on peut voir aussi du travail de Near Future Lab, c'est souvent des artefacts qui sont informationnels, où il y a des informations qui sont transmises via un catalogue, une notice, etc. Est-ce que c'est un parti pris et est-ce que il y a un intérêt ou des limites par rapport à des pratiques plus expérientielles qui mobilisent le temps long, qui simulent des fonctionnalités ou dont on peut se servir ou faire semblant de se servir, voire qu'on peut incarner comme des fictions mises en scène, etc. Alors nous, dans ce qu'on fait, et notamment la définition que Julian y propose, c'est vraiment plus ce premier type. Maintenant, enfin, tout ça existe par ailleurs. Enfin, déjà, le fait, enfin, pour le dire autrement, tout ça, c'est comme si on faisait les accessoires, props en anglais, d'un film que l'on ne tourne pas, qu'on pourrait donner à utiliser. Enfin, dans une certaine mesure, par exemple, la carte. Comme c'est moi qui organisais l'atelier avec les gens qui allaient utiliser la carte, je leur donnais quelques tâches à faire en me disant voilà, si vous deviez aller à tel endroit, comment vous utiliseriez la carte. Donc c'est évidemment très léger puisqu'il n'y a pas une forme d'interactivité très grande. Je leur demandais de dessiner dessus, de raconter comment ils iraient de chez eux à la gare ou à l'aéroport. Donc il y a déjà dans ce cadre, enfin ça c'est juste pour dire qu'il y a une légère composante informationnelle, mais qui sort pas de nulle part, parce qu'en design ou en interaction humain-machine, ces démarches-là, dans l'utilisabilité, le magicien d'Oz, enfin ces techniques-là, elles existent. Maintenant, de créer, par exemple, un jeu vidéo, de créer, je sais pas, une expérience dans laquelle ces prototypes sont fonctionnels, ça peut tout à fait être intéressant. Il me semble juste que c'est autre chose par rapport à la définition telle quelle, mais en fait, c'est une manière parmi plein d'autres, en fait, d'essayer de vivre ou de représenter des futurs. En ce moment, par exemple, j'ai un projet avec... et justement, la question, c'est est-ce que ça, c'est du design fiction ? Je ne suis pas sûr, mais c'est un projet qui va peut-être dans le sens de ce que vous dites. C'est un projet avec Étienne Mineur, que vous connaissez sans doute, et Sabrina Calvo. Donc Étienne, qui est designer, et Sabrina Calvo... autrice de science-fiction, couturière, etc., etc. Et on fait un jeu de rôle, mais vraiment le jeu de rôle de table, pas un jeu vidéo, un manuel de jeu de rôle pour jouer différents scénarios qui se passent à Chamonix dans le futur pour expérimenter, construire ensemble, raconter ensemble ce que c'est que vivre avec des changements liés à la catastrophe environnementale, des problèmes de pollution, etc. etc. Alors, voilà, ça va un peu dans le sens de la question. Je ne sais pas si j'utiliserai le terme de design fiction pour ça, mais à la rigueur, c'est pas très grave, quoi. Enfin, ce qui compte, c'est de réfléchir à comment on crée des moments d'échange qui permettent de préciser ou de faire discuter des thématiques qui sont soit trop abstraites, soit incompréhensibles, soit qu'on a du mal à s'approprier. On passe juste après.
En plus, on a une double question, donc Raphaël et Léa. La question, c'était comment tu intègres aujourd'hui dans ton travail, que ce soit dans la recherche ou dans la représentation, le biais cognitif ou culturel qu'il peut y avoir. Ça c'est une... Le biais de raisonnement. En fait, Ah, de raisonnement, ouais. Enfin, il y avait c'était plusieurs questions. Comment biais de raisonnement, qu'est-ce que vous mettez derrière le terme? Justement, les biais cognitifs, les biais culturels, la manière de focaliser certaines informations, tous les biais qu'il peut y avoir, tous les biais qu'il peut y avoir de ce côté-là. Voilà, pour répondre, déjà, c'est sûr qu'il y a des biais. On n'est pas, n'importe quel acte de spéculation en prospective parle d'un certain point de vue. Ça c'est certain. Alors, il y a différentes façons d'essayer de les minimiser, qui peuvent être. Alors, déjà, ce qu'on essaie de considérer, c'est des enjeux qui relèvent de différents ordres. Bien souvent, dans les travaux, notamment des design spéculatifs, il y a souvent beaucoup de technologies et un oubli de considérations qui peuvent être sociologiques, anthropologiques. Donc c'est d'aller chercher cette matière. Alors pas forcément dans l'observation directe, parce qu'évidemment, quand on travaille dans des pays européens, c'est pas forcément évident. Mais c'est pour ça que de travailler en réseau avec des collègues qui sont sur d'autres territoires, d'autres considérations, c'est une manière aussi d'avoir un autre point de vue. Typiquement, dans certains des projets qu'on mène actuellement, on bosse pas mal avec un ancien étudiant, mais qui est au Mexique, et qui nous amène un regard qui est évidemment différent. Alors, il y a la possibilité d'aller chercher ces points de vue autrement. Il y a aussi le fait d'aller se nourrir. C'est pour ça que je pense que la question documentaire, elle est extrêmement importante. D'aller regarder à la fois dans l'ailleurs, dans le passé, l'histoire culturelle, l'histoire des idées, l'histoire des mentalités, l'histoire des techniques, mais aussi dans l'ailleurs territorial ou ethnique, de regarder d'autres pratiques sociales, d'autres cosmologies, d'autres rapports au monde, aux objets, aux cultures matérielles, et d'utiliser ça dans les projets. Et c'est là peut-être par rapport à la question qui était sur le temps que le moins on a de temps, le plus c'est difficile, et le plus on se dit oui bon là on va peut-être passer à côté de quelque chose. Maintenant, il y a un autre élément à considérer, c'est pour qui on travaille. Par exemple, dans des projets de design fiction, quand c'est sur le canton de Genève, c'est sûr qu'on va, ça va considérer ce que c'est que la mobilité dans un territoire qui est typique d'une ville européenne, qui ne serait pas la même chose si on prenait une ville sur un autre continent. Mais ça c'est pour le design fiction. Pour des projets de recherche qui sont plus anthropologiques, là, de toute manière, c'est très limité parce par exemple, quand j'ai travaillé avec Anaïs sur la question des réparateurs, on a travaillé sur les réparateurs en Suisse, qui était une manière aussi de prendre le contre-pied, et de prendre un pays occidental dans lequel on ne pense pas qu'il y a de la réparation. Mais en fait, les gens qui les réparent ne sont pas du tout les ingénieurs suisses du coin, comme manière de décrire ce phénomène et de ne pas tirer de conclusion qui soit généralisable à toute la planète. Donc il y a aussi dans les façons de rendre compte des manières de faire attention à ça. Mais le point de vue, il est toujours situé. Alors, moi, j'avais une question sur le financement, ou plutôt des idées en termes de financement, parce qu'évidemment, quand on travaille avec le canton de Genève ou avec la commune de Chamonix, je pense que il y a quand même un enjeu d'expliquer quelle est la démarche et de la vendre au départ, mais après, obtenir des fonds, ça se fait. En revanche, moi, j'habite dans un tout petit village, par exemple, où il y a des vrais enjeux au niveau territorial, et où il y aurait vraiment un intérêt à utiliser le design fiction pour travailler sur des scénarios d'anticipation. On n'a pas les moyens, donc on le fait à la mano. Mais on a vraiment, dans le village, des gens motivés. On a des comités consultatifs pour travailler sur l'évolution du patrimoine naturel, etc. Moi, je me dis qu'il y aurait vraiment un intérêt à faire une démarche plus outillée. Mais du coup, avec quelles ressources? Est-ce qu'il y aurait des idées ou des exemples qui viendraient d'ailleurs sur des financements qu'on pourrait trouver pour faire ça? C'est vrai que c'est intéressant de parler aussi de comment toutes ces choses-là se financent. Alors moi j'ai deux casquettes. Il y a une casquette qui est plutôt académique, puis l'autre qui est liée avec une entreprise. Alors dans les cas, par exemple, ceux que vous citez, le cas de Chamonix, il est intéressant parce qu'en fait il y a 0 franc en France. C'est un projet qui est financé. Alors là, c'est un projet que je mène à la Haute École d'Art et de Design, qui est financé par le réseau de compétences design et art visuel, de recherche. Création en Suisse, et donc j'ai fait je pense que j'aurais eu du mal à avoir ces montants-là
pour ce type de questions, mais c'est un projet de recherche plus académique avec aussi une interrogation sur quoi ça va déboucher, des publications académiques sur des enjeux anthropologiques ou de design. Donc ça a été un angle. On a aussi l'angle, je réponds après au dur de la question après, mais dans le panorama, il y a des choses qui sont financées par des fonds publics, quand on travaille avec la métropole de Lyon, avec le canton de Genève, par des institutions culturelles, ça peut être des musées. On a fait tout un projet sur la question des données dans le sport avec un musée à Manchester, et qui, là, c'était une manière pour eux d'utiliser le design fiction pour créer pour faire comprendre des enjeux d'une exposition à des gens qui n'iraient pas dans leur musée. Donc il y a un intérêt croissant des institutions culturelles à trouver des formes de médiation singulières, et donc ça peut être un mode de financement qui est intéressant. Et puis il y a des entreprises, évidemment, qui nous sollicitent. Mais peut-être par rapport à votre enjeu, nous, je dirais quand même que énormément de projets qu'on a pu faire, c'était aussi par nous-mêmes, à la fois par envie de faire ces projets ensemble, collectivement, par envie d'apprendre et de se poser des questions sur comment on peut rassembler ces considérations d'observation, d'imagination, de mise en forme. Et souvent, je repense à certains projets qu'on a menés avec des budgets absents ou limite ridicules, c'était souvent lié à des temps dans des expositions, des temps avec des publics. Ça pouvait être une conférence chez les praticiennes du design, ça pouvait être un festival monté par une association locale, et soit nous, soit d'autres gens ont pris de leur temps pour faire ça. Et c'était pas forcément des projets sur 8 mois, mais le fait d'avoir ces moments de réunion ensemble pouvait être des occasions en fait pour utiliser ce genre de démarche, d'où l'intérêt, le fait de faire ces ouvrages alors celui-là il est un peu plus cher, mais de produire en fait cette matière ou de faire des conférences pour en parler, c'est aussi prenez ça et emparez-vous de ces trucs-là et transformez, tordez il n'y a pas de processus, c'est juste des manières de faire expliquer, et puis il faut s'en inspirer et en faire quelque chose. Donc ça, c'est peut-être notre petite brique qu'on a essayé d'amener là-dedans, mais il me semble qu'il y a plein de gens qui font ça aussi. Ce qui est peut-être plus difficile, c'est il faut un temps minimal pour ça, et puis il faut parfois aussi quelques compétences formelles pour produire ces choses-là. Ouais. Avant de passer à une autre question de l'audience ici, on a des gens à distance et il y a des questions qui sont apparues. Donc il y a notamment comment observez-vous les réactions autour de vos artefacts lors des expos ou de sessions de test? Et de la même personne, on a et comment collectez-vous ces signaux pour éclairer les prises de décision? Ouais, c'est une bonne question qui est pas non plus formalisée à 100%. En fait, il y a quelqu'un qui dit qu'il y a une interférence magnétique, il faut que je ferme mon ordinateur, donc je fais ça. Il n'y a pas un processus qu'on essaye d'industrialiser là-dessus. Je dirais que ça dépend à chaque fois des interlocuteurs, interlocutrices avec lesquels on travaille. Alors, c'est sûr que quand il s'agit de faire un objet comme un journal qui est situé dans le futur, qui montre la place des données, l'intelligence artificielle dans le monde du sport, là, c'est pas pour orienter des décisions, c'est pour rendre attentif ou pour faire comprendre ces enjeux. Par contre, dans le cas de la carte pour le véhicule autonome, c'est à la fois rendre attentif certaines parties de la population, mais également saisir en fait un certain nombre d'enjeux. Alors j'utiliserai pas mal phase de test qui est utilisée dans la question, parce que c'est un peu fort, c'est plutôt une forme de dialogue, de discussion et d'échange qui consiste à écouter les considérations des personnes qui sont réunies, qui essayent de saisir ce que c'est que cet objet, et alors parfois on peut le documenter, parfois malheureusement il n'y a plus de budget, c'est souvent le travers des gens avec qui on travaille qui ne comprennent pas forcément que c'est là que tout se passe, mais je dirais de plus en plus, de manière croissante, il y a des moments alors, plutôt sous forme d'échanges, focus group, c'est-à-dire groupe de discussion avec un certain nombre de points qu'on essaye d'aborder, et souvent
en tout cas, par exemple avec la métropole de Lyon, on a travaillé sur l'action de la ville, la rue, les enjeux dans la rue de demain, de la voirie. Ça donne lieu en fait de manière extrêmement basique à un rapport, à un document qui synthétise un certain nombre de questions, en général, mais aussi de questions pour les parties prenantes du projet. Et donc là, il n'y a pas un processus très défini, mais ça dépend en fait du contexte avec des gens avec lesquels on travaille, qui, suivant les endroits, ont le temps, pas le temps, un intérêt plus ou moins limité. Mais je pense qu'il y a effectivement aussi à améliorer ces choses-là. Et on voit, moi je vois depuis une quinzaine d'années, que solliciter pour juste produire des projets de design fiction, c'est une chose, mais qu'en général, ça s'inscrit dans une démarche un peu plus large. Et là, un des projets qu'on mène en Suisse, on nous a explicitement demandé comment on pourrait organiser une série d'ateliers à partir des objets prévus, avec des activités précises. Ça pourrait être de faire une autre version de la design fiction qui a été produite, ça pourrait être une dimension un peu plus expérientielle, par exemple de compléter je ne peux pas décrire encore tout ce qu'on va faire, mais ça pourrait être de compléter des éléments qui sont laissés vides dans le document fictif que l'on produit, et des manières en fait de non pas être juste dans la réaction, mais de créer une espèce de cercle vertueux d'échange et de discussion. Pour moi, pour conclure là-dessus, échanger, discuter, ça paraît un peu basique, de se dire mais ça, est-ce que ça suffit pour pouvoir prendre des décisions? Mais mon constat, de travailler avec beaucoup d'organisations, c'est qu'en fait, il y a plein de gens qui ne se parlent pas, qui ne discutent pas, ou alors qui discutent, mais en ayant aucun accord en fait sur les mots. Par exemple, juste le véhicule autonome. Alors, on a tous en tête le véhicule autonome. Et nous, on a vu avec les organisations avec lesquelles on a travaillé qu'il pouvait y avoir une équipe d'ingénierie et design, mais chacun et chacune avait une vision différente. Et du coup, les considérations sur est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, comment, qu'est-ce que ça signifie du point de vue de l'expérience utilisateur de créer cet objet, en fait, c'était une cacophonie totale. Parce que pour certains ou certaines, c'était le véhicule personnel, pour d'autres, c'était la navette automatique, pour d'autres, c'était un service qui était en covoiturage ou en autopartage. Enfin, finalement, le mot était le même, mais les considérations bien concrètes, en fait, elles n'étaient pas. Donc de passer déjà par des formes d'échange, de discussions qui précisent ce dont on parle, c'est déjà une avancée gigantesque de notre point de vue. Mais c'est pas suffisant. Merci déjà pour tout ça. Moi j'ai une question, du coup on a vu beaucoup d'objets sur lesquels vous avez travaillé qui racontent des histoires, et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qu'on cherche. Est-ce que vous utilisez aussi la narration, le texte, le récit pour justement travailler le design fiction, soit sur les rendus finaux ou en amont sur les projets? Alors d'une certaine manière, parce que produire ces objets dans lesquels il y a plein d'informations, faire un journal fictif de demain, c'est une forme de récit. Mais par contre, de produire ce qui serait une nouvelle, un récit de science-fiction, un storyboard, ça on le fait pas tellement. À une époque, on faisait quelques petits films, en fait, je ne veux pas dire court-métrage, mais des petits films de 5 minutes qui mettent en scène les objets. Par exemple, celui que j'avais fait sur les gestes avec les objets numériques, c'était un peu ça. Mais on a un peu mis ça de côté, à la fois pour des questions, notamment quand c'était du film, des budgets de production, donc le ratio entre le budget de production et l'efficacité qu'on souhaitait avoir. Et puis aussi parce qu'il y a d'autres gens qui le font très bien, en fait. Donc ça on ne fait pas forcément. Par exemple, de produire des récits de science-fiction, d'anticipation, ce que font d'autres gens. Donc ça a tout à fait sa place. On ne va pas utiliser forcément le terme de design fiction pour parler de ça. Mais voilà, c'est possible. C'est juste que nous, on a trouvé un peu notre niche aussi autour de ces enjeux de créer ces artefacts. Bonjour, je m'appelle Akel Lamaz, je suis anthropologue. Mais j'ai beaucoup travaillé avec le design, donc je trouve génial qu'il y ait un besoin de comprendre mieux que ce que c'est observé du côté des designers. Comment faire ça mieux. Mais ça, c'était une de mes questions, particulièrement pour le design fiction. C'est quelles sont les limites presque ontologiques
si je parle en termes. Parce que qu'est-ce que c'est observer en tant que designer? Quelles sont les différences? Parce que par exemple, dans le livre, vous avez dit une démarche intéressante, c'est de comment observer une pomme de terre. C'est peut-être la même façon d'observer un cheval avec des limites, oui, évidemment. Beaucoup de limites. Mais voilà, par exemple, en sociologie, en anthropologie, la première chose qu'on fait, c'est peut-être de définir c'est qu'est l'objet. Est-ce qu'on l'étudie en tant qu'un champ? Est-ce qu'on l'étudie en tant que symbole de quelque chose d'autre? Donc voilà, des définitions. Et cela va nous permettre d'observer différemment. Donc je voudrais savoir qu'est-ce que c'est observer en tant que designer pour vous, et surtout si ça change lorsqu'on fait du design fiction, c'est-à-dire qu'observer quelque chose qui n'est pas là encore, ou en fait si, parce que ce sont des signes, ou c'est pas exactement les signes qu'on est en train d'étudier. Qu'est-ce que c'est ça en vrai? Alors, si on devait résumer en 2 mots, peut-être les nuances entre observer en tant que designer et observer en tant que chercheur ou chercheuse en sciences sociales, un des points de différence, c'est le rapport à la matérialité en fait, et aux objets. Mais des gens en anthropologie culturelle qui s'intéressent aux cultures matérielles, franchement, il n'y a pas beaucoup de différence. Il y a peut-être plus une forme de spontanéité qui amène à pas forcément penser à des barrières ou des découpages. Par exemple, qu'est-ce que c'est qu'un objet de rituel? Qu'est-ce que c'est qu'un objet qui servirait dans une entreprise? Donc, je dirais que c'est peut-être un peu plus spontané, en se posant un peu moins de questions, mais à partir d'un certain degré d'expérience, je vois plutôt une forme de convergence. Alors il y a une autre différence qui est celle que, en général, quand on est designer, l'observation elle est quand même tournée vers l'action. C'est moins, même s'il y a de la recherche en design, des formes de recherche-création qui visent à la production de connaissances et de savoir et de savoir-faire, c'est en général tourné vers la création d'un objet, d'un artefact, d'une signalétique, de posters, etc., etc. Donc il y a, je pense, une différence, mais bon, il y a beaucoup de recherche-action en sociologie, en anthropologie aussi. Maintenant, sur le deuxième point, c'est sûr qu'observer le futur, il y a un problème quand on dit ça, par définition. Alors, c'est là où c'est toujours des hypothèses de parler du futur. Donc la question, c'est de se dire, mais où est-ce qu'on va chercher ces hypothèses pour éviter les biais, là, dont on parlait tout à l'heure? Alors il y a des démarches, il y a des gens des designers qui expliquent, par exemple, une designeuse suédoise qui, elle, sa pratique, c'est par exemple d'observer les pratiques marginales. Alors, il y a une revue d'anthropologie qui s'appelle Journal of Extreme Anthropology, que je vous recommande. C'est en gros une sorte de pratique très marginale. Et c'est des façons de dire, voilà, ce qui est décrit là, des personnes qui ont des pratiques qui ne sont pas forcément représentatives de l'ensemble de la population. Pour une raison ou une autre, ça peut être intéressant de les documenter, de les comprendre, en se disant que ça pourrait se généraliser, être plus fréquent, etc., etc. Donc c'est de faire des hypothèses. Mais de toute manière, n'importe quelle discussion ou forme de spéculation est basée sur des hypothèses, qu'il s'agisse sur le futur ou même quand on est anthropologue et qu'on essaie de faire sens d'un rituel ou de pratiques sociales qu'on ne comprend pas. La nuance peut-être avec le futur, c'est qu'il y a une dimension certainement plus lointaine et que du coup, il s'agit peut-être d'une forme d'humilité et de montrer plusieurs scénarios, plusieurs pistes possibles, parce qu'en fait, on est sûr de rien. Et donc, nous, ça nous intéresse, par exemple, dans la création de certains objets, en essayant de trouver des façons de montrer une forme de pluralité. Par exemple, je montrais cette boîte de céréales tout à l'heure, c'est intéressant d'en produire une, mais en fait, ce serait intéressant d'en avoir 5-6 différentes qui expriment en fait des scénarios différents, parce que s'il n'y en a qu'un scénario, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas l'ambiguïté ou l'incertitude qui est intrinsèquement liée à une forme de spéculation. Bonjour. Donc, moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est de connaître un peu les niveaux de provocation de la réaction justement à ces artefacts. Est-ce que vous avez des choses actionnables ou est-ce que vous utilisez des biais justement peut-être pas public, mais personnes qui seront les personnes receveuses de ce genre d'artefacts? Est-ce que la peur peut être actionnable? Est-ce que le blanc de justement laisser avec une question, ça peut être... justement, lesquels sont les mieux par vous? Alors, je ne sais pas si j'ai réponse à tout là-dessus, mais il y a de manière assez amusante, on s'est dit, mais
on va créer en fait une sorte de répartition. Alors c'est totalement, enfin c'est presque un contre-pied hein, de ce que je disais tout à l'heure. Hein. On ne veut pas trop formaliser non plus, mais on s'est donné une espèce de règle un peu qui est complètement artificielle, qu'on appelle la règle du 70-20-10. C'est-à-dire que 70% de ce qu'on montre est d'une banalité totalement standard. 20% on montre des frictions, des trucs qui marchent pas. Enfin c'est pas catastrophique, mais vaguement. En gros ça fait sourire. Et je reviendrai sur la question de l'humour après. Et puis 10% peut être des formes justement liées à des craintes, je ne vais pas dire le mot dystopie, mais à des enjeux très, très problématiques et qui amènent à des réactions en général plus fortes. Alors, en fait, cette répartition, elle est complètement artificielle, mais c'est plutôt... Ce qui nous semble intéressant, c'est d'avoir majoritairement un objet d'une certaine banalité qui permet de rentrer en débat, en discussion, en échange, et puis quelques éléments de friction qui font plus ou moins réagir sur un continuum. Et c'est là où il y a par exemple, la question elle renvoie, il y a eu pas mal de reproches qui ont été faits à beaucoup de projets de design spéculatif, hein, parce que le design fiction est cousin, voisin, une forme de design critique et design spéculatif, mais que souvent il y a un peu une recherche de facilité dans certains projets de design spéculatif dans lequel on a l'impression de mettre en scène des dystopies, surtout quand on est dans un pays où tout va bien, ça nous fait peur, alors qu'en fait c'est des choses qui se passent ailleurs. Et donc la dystopie ou montrer vraiment des choses trop catastrophiques peuvent être bloquantes ou peuvent être aussi tout simplement, comme je le disais là, un statut un peu facile de gens qui n'ont pas eu trop de problèmes. Alors, pour se garder de ça, c'est justement, j'ai pas de règles précises, mais la question des affects hein, qu'on essaie de susciter, elle est importante, hein, et notamment le rôle de l'humour, qui est une façon d'atténuer la discussion, de la déplacer sur un champ qui permette d'échanger. Pour nous, elle est très importante. Alors, évidemment, on ne peut pas tout passer par l'humour, mais il peut y avoir un peu d'ingrédients de peur, un peu d'ingrédients d'empathie, hein, donc la banalité de l'objet, mais de trouver des formes de registre émotionnel en fonction des personnes avec qui on travaille. Parce que là, par exemple, la carte pour le véhicule autonome que j'ai montrée, il est très lié à certains objets qui existent à Genève, que les gens ont l'habitude d'utiliser, les tickets pour pouvoir rentrer dans le bus, qu'on a réutilisé, avec un certain type de code barre. Donc, et ça ne serait pas forcément compréhensible par quelqu'un d'autre. Donc il y a aussi la question de l'objet lui-même qui est créé et qui est très situé par rapport à qui on le destine et avec quelle conversation on veut avoir. Alors, on pourrait dire oui, mais vous avez fait un objet pour les gens qui ne savent pas lire, ça suffit pas. Oui, ça c'est une bonne, ce serait une bonne remarque, mais c'est difficile de penser à tout et peut-être ça rebondit sur cette question des biais de tout à l'heure. Et donc ce va-et-vient entre la cible, hein, les personnes à qui on destine cet objet, les questions d'observation, les questions de mise en forme, la documentation, c'est en fait en toute cette espèce de ping-pong à 5-6 raquettes que se constitue en fait la création d'un de ces objets. Mais je pense qu'il y aurait certainement une expérience à retirer de la plupart des objets, de dire voilà, ça c'est intéressant pour tel type d'activité ou tel type de contexte. On n'a pas encore fait cet exercice. Plein de travail à faire pour plein de gens. Hein. C'est aussi le sens de ce que je dis. Merci. Déjà, merci parce que c'était vraiment passionnant. Moi, j'ai plus une question sur l'observation, parce que si j'ai bien suivi, tu disais en début d'intervention que justement, aujourd'hui, l'observation, en tout cas le développement de l'observation, c'est pas quelque chose qui est très poussé, et notamment pas très poussé par les sciences sociales elles-mêmes. Donc c'est un peu pour un peu avoir ton avis sur le... c'est peut-être une provocation de le dire comme ça. C'est plutôt que c'est souvent estimé, hein, quand on prend les manuels, c'est souvent estimé comme acquis. Par exemple, déjà, je ne veux pas rentrer dans un débat spécifique aux sciences sociales, mais le manuel d'ethnographie ou le manuel d'enquête, c'est un type de document qui est très critiqué, pour de très bonnes raisons, parce qu'en fait, tout ça est quand même né avec l'histoire coloniale, avec des gens qui sont allés faire des choses atroces et voler des objets. Mais il y a du temps qui est passé, il y a des manuels, mais souvent,
Il y a des livres très intéressants, je pense au goût de l'observation de Jean Penef, ou les manuels d'enquête de terrain, d'enquête ethnographique, mais on a l'impression qu'on nous dit il faut aller faire ci et ça, mais tout ce que j'essaie de décrire là-dedans, qui est la construction d'une sensibilité, d'habitude, de diriger son attention, de remarquer certaines choses, c'est peu expliqué en fait. C'est soit estimé comme acquis, soit, et je pense que c'est aussi une bonne raison, c'est qu'on apprendra ça en faisant des cours sous forme d'ateliers. Mais dans les formations, c'est parfois la portion congrue, quoi. Il n'y a pas forcément un temps qui est gigantesque pour ça, tout simplement parce qu'en fait, ça prend un temps phénoménal de construire cette sensibilité. Donc c'est plus ça que je critique. Je ne saurais pas juger, par exemple, si dans l'éducation, par exemple en France ou en Suisse aujourd'hui, on apprend ça suffisamment. J'ai l'impression qu'on ne l'apprend jamais suffisamment. Ça, c'est un peu mon sentiment, parce que moi, je vois, j'enseigne à des gens qui sont soit en école d'art et design, soit sciences sociales, soit ingénierie. Et en général, il y a quand même un besoin, quoi. Donc c'est pour ça que voilà, c'est pas un pari de dire voilà, les gens n'observent plus, c'est pas ça m'intéresse pas. C'est plutôt comment est-ce qu'on peut plutôt outiller et aider à construire une curiosité, une sensibilité. Bonsoir. Bonsoir. J'ai une question pour vous. Alors, je suis Pascal Terracol, architecte, directeur de recherche dans une école d'architecture qui est Paris Val-de-Seine, et directeur scientifique de la chaire Architecture Intelligence. En fait, aujourd'hui, on assiste à l'émergence d'outils. Vous avez prononcé le mot de récit, le terme de données et d'intelligence artificielle. Et on a des outils qui articulent et qui déplacent, me semble-t-il, la sémantique, qui articulent la sémantique et l'esthétique, puisqu'avec un simple prompt, c'est-à-dire dans un format court du synopsis, on obtient une image, en fait. Et je voulais savoir comment est-ce que vous percevez et quelle est la réception de ces outils, vous en tant qu'anthropologue, donc habitué à manier des symboles, que sont les mots, et plus généralement peut-être comment la pédagogie de cette école et la recherche peut-être appréhendent la réception de l'émergence de ces outils. Je pense à DALL-E, Stable Diffusion en particulier, mais d'autres qui sont en train de... C'est l'actualité en fait. Et comment vous percevez et comment vous positionnez par rapport à ces processus et comment, en tant qu'humain également, vous vous positionnez par rapport à l'émergence de ces outils-là, qui classifient et qui indexent le réel. Ou qui créent aussi à la place d'autres gens. Oui, également, oui, c'est une question, c'est clair. Alors, là-dessus, j'ai pas des idées totalement arrêtées. Moi, il y en a un qui m'intéresse particulièrement, c'est Midjourney, en fait, parce qu'en fait, on peut suivre ce que proposent les gens et voir le résultat, en fait. Enfin, je sais pas si tout le monde voit de quoi on parle. Hein. C'est des générateurs d'images, en fait, dans lesquels on écrit un prompt, hein, c'est-à-dire quelques lignes. Je sais pas, futur de Chamonix, dessiné à la manière du studio Ghibli, pour donner un exemple que j'ai en tête. Et il y a une image qui va être produite en fait par un programme qui allait se nourrir de toutes sortes d'images existantes. Par contre, si vous tapez, faut peut-être pas le dire, mais si vous tapez le nom d'un célèbre designer et de créer des lunettes faites ou un vélo par un célèbre designer, donc que je citerai pas, vous aurez rien du tout. Donc justement, c'est vrai que vous avez raison. Midjourney permet effectivement de voir ce que font les autres. Mais il y a une option payante qui permet justement de s'exclure de cette visibilité. Ouais. Et l'anecdote sur laquelle je peux compléter, c'est que j'ai moi-même fait une interrogation auprès de mes étudiants et puis vis-à-vis de ces outils. Pour l'instant, les étudiants sont meilleurs que les réseaux de neurones. Mais c'est pour l'instant. Ça va évoluer. Ils apprennent. C'est-à-dire l'humain apprend au réseau de neurones. Effectivement. Mais là, pour moi, la question, elle est souvent, c'est celle qui revient souvent avec les objets techniques, c'est qu'il y a évidemment la crainte des déterminismes, des remplacements, mais c'est aussi intéressant de voir des coévolutions ou des collaborations. Hein. Dans un autre domaine qui est celui de l'usage des techniques d'intelligence artificielle dans les échecs, il y a cette notion qui est apparue, on appelle ça des centaures. Hein. C'est des gens qui jouent une personne avec des programmes d'apprentissage automatique contre un ordinateur, contre une autre personne avec son programme d'apprentissage automatique. Et donc, ça, c'est des questions que je trouve intéressantes pour, typiquement, des écoles d'art, de design, d'architecture, dans lesquelles apprendre à déjà comprendre la logique de ces systèmes, apprendre à
à savoir en faire quelque chose. Parce qu'un des enjeux, alors pour ceux ou celles qui ont déjà essayé, c'est parfois difficile d'obtenir 2 fois la même chose. Enfin, donc il y a vraiment une maîtrise à avoir des différents paramètres à utiliser. Et pour moi, la question, elle est moins de ce que ça remplace ou est-ce que ça va être mieux, c'est plutôt de comment est-ce qu'on utilise ce genre de choses pour justement produire des représentations, renouveler des imaginaires et essayer de se distinguer un peu de juste rapidement produire des images. Alors c'est sûr que dans certains domaines, ça va certainement donner des choses dans lesquelles des gens ont peut-être moins de... Voilà. Bon, c'est pas qu'ils vont perdre des jobs, mais c'est que ça va certainement rendre pas très cher de produire des images pas forcément terribles. Mais un usage peut-être intéressant et pertinent, au même titre que, je sais pas, des filtres Photoshop peuvent tout à fait nourrir ce genre de choses. Par rapport à la question des futurs, ouais, on utilise ça un peu pour jouer avec et puis comprendre ce que ça donne, mais ça suffit pas pour produire le genre de choses qu'on a décrit ici, dans le manuel de design fiction. Juste une précision. Vous parlez du cyborg chess. Ce qui est intéressant par rapport à la question que vous posiez, c'est juste une petite remarque. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi des expérimentations où on fait jouer un joueur d'échecs avec une machine contre une machine. Et même avec un logiciel faible, un maître d'échecs avec un logiciel faible gagne toujours contre les programmes élaborés. Et ça, je trouve que c'est une donnée intéressante par rapport à cette question un peu manichéenne de savoir si, comparer des types d'intelligence qui n'ont rien à voir. Ça, je trouve que c'est un élément assez éclairant. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Merci. Moi, je me demandais si par rapport à ces questions-là d'observation et de particularité du designer observant, vous aviez étudié aussi la façon dont ça peut être mobilisé dans des recherches qui étudient la façon dont les designers travaillent. De l'intérieur, en fait. Qu'est-ce que ça peut apporter de différent, sachant que, par exemple, même dans le champ de l'ethnographie de l'architecture, il y a ce travail qui est mené d'aller à l'intérieur des agences, étudier le processus. Et finalement, qu'est-ce que ça peut changer quand c'est le designer lui-même qui mène ce type d'enquête ? C'est un peu l'objet d'un des bouquins que je montrais au début, qui s'appelait Beyond Design Ethnography, qui d'ailleurs, ces deux-là, ils sont pas en PDF accès libre, mais celui dont je parle, la Beyond Design Ethnography, c'est une enquête que j'ai menée auprès de designers pour comprendre comment ils s'étaient saisis d'enquête de terrain. Peut-être le mot ethnographie est un peu fort, mais comme il est utilisé, je l'ai réutilisé également, comme il était proposé et utilisé par les designers. Et ce que l'on essayait de montrer dedans avec les collègues, c'est qu'il n'y a pas une manière de faire. Enfin, il y a eu plein de façons de se réapproprier ces démarches, alors parfois sur un versant un peu plus proche, parfois même du marketing, essayer d'identifier des besoins sur lesquels avoir prise, mais dans d'autres cas, ça peut être plutôt des formes d'immersion pour saisir des enjeux liés aux émotions, liés aux considérations, formes d'espace, de matérialité. Et donc, ça va de utiliser l'enquête comme manière de cadrer à inspirer, nourrir sur des niveaux de détail en fait très différents en fait, qui peut être juste une idée qu'on a remarquée sur le terrain qui donne une idée de fonctionnalité, ou juste une espèce de sensibilité générale à un problème qui du coup ne sera pas abordé dans je sais pas, une architecture, une signalétique, une affiche, etc. Alors, il n'y a pas après, je ne suis pas allé faire une comparaison avec d'autres démarches, parce que les démarches d'enquête, elles ont été aussi réappropriées par d'autres professions. Ce serait intéressant de le faire. Moi, je me suis intéressé plutôt d'abord aux designers en me disant qu'il y a une forme, peut-être la singularité, c'est souvent des formes que j'appelle moi d'enquête-création, dans lesquelles il y a des mises en forme en cours de route qui sont des objets intermédiaires dans la réalisation des projets, et c'est pas toujours dans une visée utilitariste, mais dans les faits, j'avais trouvé une vieille citation de Claude Lévi-Strauss qui disait que pour un anthropologue, pour ceux ou celles qui ne connaissent pas, c'est célèbre et ancien, qui est maintenant décédé, et qui disait que pour rendre compte d'un phénomène très complexe qu'il avait vu sur le terrain, il avait fallu qu'il utilise un travail autant manuel qu'intellectuel. Il avait créé un mobile
Donc au fond, c'est peut-être pas si... Enfin voilà, il y a peut-être la différence dans les sensibilités ou les expériences personnelles de savoir produire ces formes, savoir produire un mobile, savoir produire un livre de portraits, savoir produire, je sais pas, une série de photographies, savoir créer une maquette, ça nécessite des compétences. Et globalement, en général, c'est plutôt mieux réparti chez les designers que chez les sociologues et les anthropologues. Mais il y a des exceptions. Sur votre couverture, on voit il y a le mot naturaliste et j'aimerais bien savoir ce que vous avez trouvé. Comment est-ce que les naturalistes observent? Qu'est-ce qu'ils en font? Vous disiez que c'est vrai que peut-être qu'un designer, quand il observe, il va créer quelque chose comme un artefact, comme ce que vous avez fait. Pour moi, la pratique d'observation en ethnographie, elle vient soulever des questions. Alors, c'est très perméable. Enfin, je pense qu'on fait tous un petit peu ça. Et donc, qu'est-ce que fait un naturaliste et c'est quoi sa pratique? Comment ça diffère des nôtres? Avant, le terme de naturaliste du quotidien, pour moi, c'était un pied de nez avec aussi le fait qu'en fait, que toutes les personnes que je décris, qui peuvent être des anthropologues, des architectes, des designers, sont des naturalistes du quotidien. Le terme de naturaliste, c'est un peu une provocation, parce qu'en fait, il était antérieurement utilisé pour tous ces amateurs éclairés avant la modernité scientifique qui... documentait, cataloguait, classifiait, catégorisait le monde. Et aujourd'hui, on l'utilise plus couramment pour parler des gens qui vont herboriser, pour découvrir ou juste s'intéresser et se relier au vivant. Il y a un très beau livre de Vanessa Manseron, une anthropologue qui a écrit un livre qui s'appelle Les Veilleurs du vivant, qui décrit ça chez des naturalistes anglais. Donc là, le sens est pris de gens qui, quand ils ont du temps, vont dans des milieux pas forcément d'ailleurs complètement campagnards, ça peut être dans leur petite ville et voir les espèces végétales qui poussent ou des insectes. Et peut-être ce qui est plus un élément à discuter, est-ce que c'est la même chose que chez les designers et les anthropologues? Pour moi, il y a une certaine porosité. C'est ces gestes qui consistent à remarquer, catégoriser, nommer, documenter, une sorte de gestes cognitifs de ce genre. Et là, il y a certainement aussi des nuances par rapport à ce qu'on discutait tout à l'heure. Le fait de catégoriser et de nommer, il y a eu beaucoup d'écrits en sciences humaines et sociales sur ces gestes qui peuvent être aussi parfois problématiques. Est-ce qu'on nomme nous-mêmes ce que l'on voit ou est-ce qu'on utilise les catégories dites vernaculaires, c'est-à-dire que les gens utilisent, proposent, quel sens elles ont, etc. etc. Et c'est là où ça rejoint peut-être la question de tout à l'heure des différences entre anthropologues, designers ou la même chose, les naturalistes qui vont documenter des plantes, des animaux. En fait, suivant un peu je ne sais pas si je vais dire discipline, suivant ces pratiques, ces habitudes qui sont liées à des champs et des disciplines, il y a une certaine manière de faire, plus ou moins cadrée, plus ou moins spontanée, mais en tout cas, ces gestes cognitifs sont toujours là, parce que même si on essaye de catégoriser, de classifier le moins possible, en anthropologie ou chez des designers, ça se fait quand même dans les faits, moi, de ce que j'ai pu voir dans mes enquêtes. Et donc d'en être conscient, c'est déjà une manière de construire une forme de réflexivité sur comment on fait, les limites, ce qui est pertinent dans un certain contexte ou pas d'autre. C'est peut-être le sujet du prochain livre. Est-ce qu'on a une dernière question? Sinon, je vous propose... La dernière question. Il y en a derrière là-bas. Je vois pas tout bien, j'ai pas la chienne. Moi j'aurais une question parce que en fait quand on parle d'observer, il y a une notion très qualitative et c'est vraiment, on parle d'attention en fait, c'est quand même un acte subjectif par excellence où on vient s'arrêter sur quelque chose et donner de la signification. Et je trouve que comment dire, dans les processus, qu'on est que dans les processus créatifs, on va parler, ça va pas poser de problème, mais quand on va voir par exemple qu'on est face à une entreprise, il y a de plus en plus ce réflexe de vouloir quantifier et du coup effacer cette part subjective. Donc comment est-ce qu'on vient justement l'affirmer? Parce que je pense que justement si on tend à observer un peu moins, c'est aussi parce que c'est quelque chose qu'on va moins valoriser.
Et que ce soit dans les sciences sociales, où de plus en plus on a tendance à... Enfin, en fait, comment est-ce qu'on assume le fait que l'observation elle est subjective et même participante, sans que face à un interlocuteur qui a envie de vous disqualifier pour ça, et je pense que c'est maintenant la plupart du temps le cas, en fait, et même lorsqu'on parle d'ailleurs de prospective, à nouveau les hypothèses, elles sont totalement subjective aussi d'une certaine façon. Une personne parlait de biais, et c'est intéressant parce que maintenant on a énormément de discours sur les biais. Pourquoi pas simplement assumer en fait ces biais, parce que même quelqu'un qui vous tartine sur les biais, en fait il est lui-même une montagne de biais aussi, mais du coup il veut s'extraire et se mettre au-dessus des autres. Donc comment est-ce qu'on gère ça ? Oui, il y a un biais positiviste, c'est certain. Mais peut-être plus que subjectivité, moi je préfère le terme de perspective située, en fait, hein, qui permet de cadrer d'où l'on parle. Alors, c'est pas forcément les biais au sens psychologie cognitif du terme, mais de savoir, voilà, être conscient, avec une forme de réflexivité de comment on fait les choses, de où on parle, de quels sont les matériaux qu'on a réunis dans un projet. Alors, évidemment, tout ça est tout à fait bien gentil, mais moi je me fais aussi complètement envoyer bouler ou passer comme un rigolo par des organisations dans lesquelles il y a un biais complètement strictement positiviste. Je ne l'associerai pas 100% à la question quantitative, parce qu'on peut aussi... l'observation, c'est l'examen minutieux de situations, de phénomènes, d'êtres ou de choses avec ses sens, et on peut tout à fait compter pour produire des descriptions. Ça peut tout à fait... D'ailleurs, il y a un exercice là-dedans qui consiste à vider une poubelle et faire des diagrammes de ce qu'il y a à l'intérieur. Ça peut tout à fait être intéressant. Là où il y a une nuance, c'est quand le quantitatif qui essaie d'écraser en fait toutes les différences, les nuances, et qui essaie aussi de faire des hypothèses ou des paris sur des lois ou des choses de cet ordre-là. Et c'est là où un excès de scientisme en fait est problématique, je pense, à la fois dans des enjeux de prospective ou même par rapport à produire des descriptions sur le monde. Et là, c'est clair qu'on se confronte à... Alors ça peut être soit des personnes qui ont ces points de vue-là, soit à des logiques dans des organisations qui, pour des questions de crainte par rapport à des formes de prise de risque, ne sont pas... nous disent, non mais alors voilà vos scénarios, c'est bien, mais est-ce que vous pourriez mettre des pourcentages de probabilité sur l'occurrence de tel scénario ou d'autre ? Là, on a envie de dire, ça va être du bullshit, là. Mais du coup, peut-être c'est des occasions. Enfin, moi, je trouve intéressant que c'est des moments où on essaye de discuter, dire peut-être qu'on pourrait trouver une autre façon de représenter les choses qui serait pas, par exemple, on a 4 scénarios, on va pas les classer suivant leur pourcentage d'occurrence, mais on pourrait essayer de les cadrer suivant des axes, un continuum de s'il se produit tel phénomène, alors ce scénario pourrait avoir lieu. Enfin, moi, je prends ça comme avec les gens qui ont quand même un peu d'écoute, parce que parfois c'est difficile, mais comme des opportunités de dire mais qu'est-ce qui compte pour vous en fait ? Est-ce que c'est de quantifier les choses, ou est-ce que c'est, et là je pense que c'est très légitime de dire mais ces scénarios qui pourraient se produire, qui sont représentés avec les design fiction, sous quelles conditions ils se produisent. Et là, ça permet de décaler la question et d'être plus sur des enjeux qualitatifs, de dire ça pourrait se produire s'il y a, je sais pas, tel problème de régulation, telle nouvelle pratique sociale, tel, je sais pas, conflit, telle considération politique. Et en fait, même, je trouve intéressant quand on arrive à ce niveau de discussion avec quelqu'un qui s'intéresse à ça, parce qu'en fait, on rentre dans le dur, en fait. Maintenant, c'est pas toujours facile de décaler la discussion sur ce que j'ai décrit ici. Parfois, c'est... Mais en général, on travaille pas avec ces gens-là, en fait. C'est un peu ça ce qui se produit, quoi. Mais c'est un problème qu'on a tous, je pense. Merci beaucoup. Merci, en tout cas, de votre intérêt. Il est 8h passé, je pense, je sais pas. Nicolas, merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation. Merci beaucoup à l'ANSSI de nous avoir accueillis. Merci beaucoup Françoise.
Merci à tous de vous être déplacés et d'être venus. Merci à ceux aussi qui ont été en ligne, d'avoir eu le courage, malgré des problèmes techniques de son, de ce qu'on a pu comprendre par le chat, d'avoir tenu jusqu'au bout. Merci pour toutes vos questions. Petite information en ce qui concerne Spéculatif Futur, on organise on organise un atelier sur le futur de la francophonie la semaine prochaine au Centre Michel Serres. Voilà, donc si ça vous dit, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Et puis, que dire, bonne fin de soirée ou bonne soirée à toutes et à tous. Et je laisse le dernier mot, le mot de la fin à Françoise. Merci encore. Merci à vous tous d'être venus et surtout à Nicolas, bien évidemment, ainsi qu'à Spéculatif. Ça y est, je ne me souviens plus du nom. En fait, effectivement, ce qui est intéressant, on parle d'études, on parle d'observations, et je trouve que ça, c'est formidable. Hein. C'est le début de tout, je trouve. Mais ici, dans cette école, on parle aussi d'imagination, et je pense que tu nous en as parlé d'une façon un peu indirecte, mais je pense qu'il faut le rappeler quelquefois. L'imagination et l'intuition est aussi force de grandes propositions. Voilà. Je voulais finir là-dessus. Mais aussi, vous annoncer qu'effectivement, le 5 décembre, dans le cadre de l'invitation, on va complètement changer de registre, si je puis dire. Nous allons accueillir Élodie Ternaud, qui est ingénieure et aussi diplômée de l'ENSI, qui sort un livre chez Berkhauser, alors je prends mes notes toujours, qui s'intitule... c'est autour des matériaux, parce que c'est une grande spécialiste des matériaux. C'est un livre en anglais, mais bien sûr, elle va nous en parler, décrypter tout cet ouvrage en français. Donc, j'invite vraiment les élèves de l'ENSI à venir. C'est une personne exceptionnelle que vous aurez aussi. Décidément, on aura beaucoup d'exceptionnels. Et son titre, c'est Materials Encyclopedia for Creatives. Et c'est donc paru chez Birkhauser. Elle viendra nous en parler. Je pense qu'elle sera entourée de Bruno Teinturier, que nous connaissons bien dans la maison. Voilà, donc ce sera le 5 décembre, le mercredi. À très bientôt et je vous souhaite de bien rentrer. Au revoir.